Oui, alors bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence de presse. Je remercie également les journalistes qui nous suivent à distance. Donc, je vais rapidement me présenter. Donc, Jean-Michel Schaeffer, je suis éleveur de volailles en Alsace et je suis président d'Envol et de la Confédération française de l'aviculture. Alors, au niveau de la fine équipe qui va vous faire donc les différentes présentations, donc il y a Gilles Hudepin, vice-président d'Envol. On va également avoir Patrick Pajard, qui est le président du comité de la dinde et également trésorier d'Envol. Bernard Tosia, qui va nous faire également des présentations, qui est le secrétaire général d'Envol et le président du syndicat national des labels rouges avicoles. Et Yann, le directeur d'Envol, qui va également nous accompagner pendant ces différentes présentations. Alors aujourd'hui, on vous a réunis pour vous présenter, on va dire, des choses un peu inédites, parce qu'on a mené une enquête auprès des consommateurs, une enquête vraiment fouillée, fournie. Et voilà, vous êtes les premiers à qui on va dévoiler ces chiffres. Et vous verrez qu'il y a un vrai plébiscite pour la volaille française, pour la production française. Et Yann va nous présenter les différents chiffres pour qu'on puisse bien les partager avec vous. Ensuite, on va avoir Patrick et Bernard qui vont nous présenter les différents chiffres de consommation de volailles en France, où c'est plutôt positif. Revenir également sur l'enquête pour la deuxième partie avec Yann. Et ensuite, on va finir avec moi et Gilles sur la partie importation, parce qu'on a quand même le contexte début d'année volaille ukrainienne, où on est quand même monté au créneau pour essayer de freiner tout ça. Fin d'année, accord du Mercosur, où on est déjà concerné beaucoup par les importations actuellement, et encore avec des importations supplémentaires. Et puis également, avec une volonté de la filière de vouloir avancer, de développer la production, mais également avec des demandes qu'on a auprès de nos pouvoirs publics, qui souvent ne coûtent pas très cher, mais qui sont indispensables pour nous pour avancer. Et également revenir sur la partie consommation, sur cette période un peu particulière pour nous, parce qu'on est fin novembre, on est dans le mois qui précède Noël, et voilà, c'est quand même un grand moment pour la filière volaille également. Et là, Bernard va revenir sur les chiffres, on va dire, volaille festive avant Noël. Donc Yann, écoute, je te donne la parole pour commencer à présenter les premiers chiffres de l'enquête. Donc en effet, comme l'a dit Jean-Michel, c'est une enquête vraiment inédite et fouillée. La première partie que je vais vous présenter là, elle s'intéresse d'abord au goût des Français sur le produit, sur les volailles. Pardon, excusez-moi. Donc c'est une enquête qui a été réalisée par l'Institut CSA du 30 septembre au 7 octobre 2024 auprès de 1009 individus représentatifs de la population française. Donc déjà, la première chose, c'est pas étonnant, mais ça fait du bien quand même d'en avoir des chiffres qui le confirment. La volaille, ça fait partie des bonnes habitudes des Français, puisque c'est la numéro 1 des viandes qui est la plus souvent consommée. C'est-à-dire qu'on a près de 50% des Français qui disent que c'est la volaille qui consomme le plus fréquemment, loin devant le bœuf et le porc. C'est du déclaratif, hein. J'insiste là-dessus, on n'est pas sur les chiffres qu'on vous présentera tout à l'heure en matière d'achat des ménages. Mais en tout cas, quand on pose la question aux Français, c'est la volaille qui déclare consommer le plus souvent. La quasi-totalité des Français sont consommateurs de volaille. On a 96% des Français qui consomment de la volaille. Et pour près de 82% des Français, ils en consomment au moins une fois par semaine. Et on constate même qu'on en a près de 50% qui en consomment 2 à 4 fois par semaine. Donc voilà, quand on dit c'est une bonne habitude des Français, en tout cas la volaille, ils en consomment très régulièrement. Ensuite, si on regarde un peu plus précisément sur la diversité de ce qu'ils consomment, sans surprise, le poulet arrive largement en tête des volailles préférées des Français, puisque 96% des Français sont consommateurs, suivi par la dinde, 62%, et par le canard, 47%. La pintade est en 4e position, et après, de manière un peu plus faible, on a la caille, le coquelet, l'oie et le pigeon. Mais le podium, c'est poulet, dinde, canard. Les Français, ils savent aussi que les volailles, c'est des alliés de l'équilibre alimentaire, puisque 90% d'entre eux y déclarent qu'elle a de grandes qualités nutritionnelles. Pardon, j'ai pas le micro assez proche, et qu'elle est contributrice d'une alimentation saine, et qu'elles sont contributrices, pardon, d'une alimentation saine et équilibrée. Ils sont aussi au fait des multiples qualités de nos volailles, puisque
95% d'entre eux considèrent que les volailles sont faciles à cuisiner et se prêtent à de multiples recettes. 94% savent qu'elles plaisent au plus grand nombre, 91% qu'elles permettent une grande variété de choix de présentation, et surtout très important, et ça on en a la confirmation, près de 90% qu'elles présentent un excellent rapport qualité-prix. Pour conclure sur cette partie consommation et donc image de la volaille par les Français, juste quelques chiffres sur ce qui nous déclare également. C'est la grande distribution, c'est dans la grande distribution que les Français achètent le plus de volailles, puisque 61% des consommateurs déclarent acheter leur volaille le plus souvent en hyper ou en supermarché. 13% quand même dans les commerces traditionnels, bouchers, volaillers, traiteurs, etc. Et ensuite, de manière un peu plus faible, sur les marchés, auprès des producteurs, etc. etc. Je passe sur ces chiffres-là. Et je laisse la parole à Patrick Pajard, cette fois-ci, pour parler consommation et production dans la filière. Alors, on va voir comment ça se traduit, tout ça, si entre les intentions et les faits, on a bien une corrélation. Donc, ce qui est très clair, c'est que versus 2022, aujourd'hui, la consommation 2023 est en augmentation de 3,6%, avec pratiquement 2 millions de tonnes consommées de volaille en France, qui en fait le plus gros consommateur de volaille au niveau de l'Union européenne. Et on voit que cette tendance s'accélère sur 2024, avec une croissance de 10,2% sur les 9 premiers mois de l'année, versus 2023, et de presque 14% versus 2019. Alors, pourquoi on prend 2019 ? Parce que vous savez qu'entre-temps, on a quand même eu des petits passages un peu compliqués pour nos filières. Le Covid en 2020, plus les passages influenza aviaire qui ont émaillé les 3 dernières années, 2021, 2022, 2023 et un peu de 2024 encore. On voit que le poulet est le leader, avec 23 kg de consommé sur le total de consommation qui est de 28,8 kg. Aujourd'hui, la dinde arrivant derrière avec 3,5 kg de consommation par habitant. Si on regarde maintenant la position du poulet, on voit que c'est 4 volailles consommées sur 5 aujourd'hui, avec 79% sur les 9 premiers mois de l'année. La dinde est à 11 et quelques, le canard est à 8, alors canard mec et gras en l'occurrence, et les pintades, caille pigeon représentent aujourd'hui 1%. Petit focus sur ces espèces qui sont aujourd'hui un petit peu plus de mal à se relever de la partie influenza. Quand on redémarre des schémas de production, ce sont des cycles parfois longs sur le label, la dinde ou la pintade, et l'inertie pour redémarrer ces productions est un peu plus longue, donc elle souffre un petit peu de ces passages à vide qui nous ont entravés avec ces problèmes sanitaires. Et si on regarde les évolutions sur les 2021, 2022, 2023, on voit que le poulet passe de 76 à 80% quasiment, avec une évolution de la dinde qui revient un petit peu, qui est passée de 12 qui passe à 12%, le canard qui revient à 6%, et une croissance globale de nos consommations en général. Où est-ce qu'on consomme de la volaille aujourd'hui ? La partie domicile représente 65% et hors domicile 35%. Et on va voir que c'est quelque chose qui est en évolution très importante depuis quelques années, puisque quand on prend une base 100 en 2005, on avait 92% de la consommation qui était faite à domicile. Aujourd'hui, ce n'est plus que 65% et la consommation hors domicile est passée de 8% à 35% aujourd'hui. C'est-à-dire que le consommateur, il mange de moins en moins le poulet du dimanche. Et on l'a vu avec un petit sursaut pendant cette petite pointe-là qui était la période Covid, où les gens ont cuisiné chez eux. Mais ça a été éphémère, c'est redescendu aussi vite que c'était monté. Par contre, on voit bien que la tendance de consommation progresse sur 2023 avec cette tendance à la hausse aujourd'hui générale sur la consommation de volaille. Sur la consommation des magasins, un petit zoom aujourd'hui sur 2024, on est à 7,7% d'augmentation, avec une augmentation de quasiment 2 points versus 2022 et de 7 points sur les 9 premiers mois de l'année. Ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu les évolutions par catégorie de produits. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en vert ici, ce sont les évolutions de prix. Donc on constate que partout, il y a une baisse du prix de la volaille. Et partout, il y a une augmentation tous segments de la consommation en volume. Avec effectivement ici une consommation très importante en augmentation, c'est le canard, puisque le canard avait disparu des étals en 2022-2023 avec l'influenza aviaire. Et donc le fait de revenir, ça a fait une grosse croissance. Ce qu'on voit aussi un petit peu peut-être dans les paradoxes, c'est les élaborés qui sont en grosse progression. Or, si on fait le lien, peut-être que la volaille est aussi attractive par son
prix qui est faible, les élaborés ne sont pas forcément les produits les moins chers. Pour autant, c'est eux qui sont en nette progression avec 8,5% en 2023 versus en 2024 pardon, par rapport à 2023. Donc des produits aussi qui sont très réactifs, c'est-à-dire que la volaille est très réactive au prix de marché. 60-70% du prix d'une volaille, c'est souvent de la céréale. Quand la céréale baisse, on baisse le prix des volailles et on essaie d'impacter ça le plus rapidement possible sur les marchés pour dynamiser la consommation. Et ça, c'est un exemple très, très concret sur les achats des consommateurs. Bernard, je te laisse la place pour la partie festive. Ah oui. On va faire... Ça marche? Alors, ça marche. Oui, bonjour à tous. Donc, je voulais parler des volailles festives. On y arrive, c'est pour ça qu'il faut en parler. Vous allez voir qu'il y a les Français apprécient nos volailles. Bon, ça a été dit aujourd'hui et encore plus en cette période de Noël. Ah, il y a quelqu'un au téléphone. Voilà. Donc, on le voit à travers l'enquête qui vous est proposée aujourd'hui. 95% des Français apprécient la diversité. Trouvent nos volailles goûteuses et savoureuses et rappelez que nos volailles, ce sont des incontournables de la gastronomie française. J'appuie là. Ça ne marche pas? Bon. Donc on a une offre globale, on va le voir. Hein. Donc on a des chiffres des ventes réalisées en 2023. Il y a eu 8 millions de volailles festives qui ont été vendues en 2023, plus 2%, dont 2 millions de volailles label rouge. Donc vous le voyez, c'est une diversité à travers les chapons, les pintades, les canards et les canettes, les dindes et les oies à rôtir. Voilà, donc on le voit bien sûr, la volaille incontournable, c'est le chapon. Hein. Mais il y a du choix, et on va le voir, il y a de la diversité et du choix pour tous les consommateurs. Donc on le voit là, donc il y a des volailles, vous voyez, donc chapon d'Inde, de oie, chapon de pintade, des volailles élevées longtemps, et vous voyez les âges en bas, 150 jours pour le chapon, près de 100 jours pour la dinde, 140 jours pour l'oie et 150 jours pour le chapon de pintade. Donc c'est des volailles élevées pour Noël et appréciées par les consommateurs. Donc la diversité, on le voit à travers la pintade, le canard, la canette et la poularde. La poularde est une volaille aussi élevée longtemps. Et deux petites espèces qu'a rappelé Patrick, qui sont importantes et qui ont souffert pendant l'influenza aviaire, le pigeonneau et la caille, qui sont excellentes. Voilà, je vous invite, si vous avez l'occasion, à les déguster. Patrick, à toi. Alors, petit focus là sur la reprise de la production. Donc, ce qu'on voit sur le début de l'année, c'est que la production a bien suivi les évolutions de consommation. On est quasiment à 15% sur les 9 premiers mois, avec le canard qui, bien sûr, progresse de 50% versus 2023, où la production a été mis en berne hein, de par les contraintes qu'on a sanitaires et les zones de production qui ont été affectées, notamment l'Ouest, Bretagne-Vendée, où le bassin rassemble une grosse partie de la production nationale. Donc ça redémarre avec tout ce qui est le schéma de sécurité et de biosécurité, notamment la vaccination, qui permet de sécuriser aujourd'hui cet élevage et qui fonctionne très très bien aujourd'hui, même si on a quelques cas sporadiques pour l'instant. On va dire que les choses semblent sous contrôle. Et donc on peut retrouver ce canard sur les tables. C'est un engouement filière. Hein. Quand on parlait tout à l'heure d'évolution de consommation, il est important que tous les maillons puissent jouer le jeu quand on veut dynamiser, puisque quand un produit disparaît des rayons, ce qui a été le cas pour le canard, le consommateur, il l'oublie assez vite. Donc on a besoin d'un engouement collectif qui impacte nos distributeurs jusqu'aux éleveurs pour remettre en place ces productions et qu'elles retrouvent leur place chez le consommateur, puisqu'elles ont facilement disparu. Sur le poulet, la tendance, c'est pareil, et de nouveau, comme on le disait, en augmentation. Hein. On est passé de 2021 à 70% de consommation à 75% de la part de consommation. La dinde ayant un peu fléchi aussi, c'est pareil, c'est un cycle long. Hein. Quand on diminue un petit peu la production, l'inertie est un peu plus longue. Et on voit donc aussi le canard qui revient derrière, avec aujourd'hui un total du canard à rôtir qui est à 3,7%. Et la partie de la pintade hein, qui s'accroche, hein, une production qui est pareil, un petit peu plus en difficulté. Elle est très peu présente dans les linéaires, voire des fois absente. Et donc le consommateur, s'il ne la voit pas, ne l'achète pas tout simplement parce que l'offre est relativement réduite. Alors un petit mot sur les signes de qualité. Hein. Les évolutions, les tendances que l'on voit, hein,
Sur l'année 2024, sur les 9 premiers mois, on a une baisse encore de moins 4%, et moins 7% par rapport à 2022, et le bio est à peu près stabilisé. Voilà. Donc après, vous avez la répartition des schémas de production, où on a une offre de méthodes de production, on est unique à faire ça en Europe, on le dit, il faut le répéter, puisqu'il y a 13% de volailles qui sont dans la label rouge, 1% en bio, près de 15% de volailles sont élevées en système alternatif, et on est le seul pays à faire ça en Europe. Quelques mots du marché aujourd'hui. Bon, le label rouge profite de la dynamique de production et de consommation globale, on peut le dire. Depuis 2 mois, le marché semble stabilisé. Il faut dire que les GMS ont joué le jeu, notamment sur la promotion, sur le poulet entier. Il reste quelques efforts à faire sur la découpe, mais c'est en bonne voie. Je crois qu'on est plutôt satisfait aujourd'hui du comportement et des relations que l'on a avec la distribution. Et ce qui nous reste, c'est mettre des moyens, ce qu'on peut dire, mettre des moyens dans la communication. Et ça, on demande ça à l'État. Quand on rencontrera le ministre, on pourra lui répéter et lui dire que vous mettez beaucoup de moyens sur la bio, mettez-en autant sur le logo label rouge, les volailles label rouge, rappelant que le logo label rouge appartient au ministère de l'Agriculture. Voilà quelques mots, Jean-Michel. Merci. Oui, alors, juste avant de donner la parole à Gilles, quelques éléments complémentaires à rajouter sur cette partie consommation. 3 éléments forts. Alors, le premier, je voulais revenir quand même sur les volailles festives. C'est quand même des volailles qui sont élevées longtemps, hein. C'est des volailles qu'on démarre à partir de juillet, hein. Donc on a des éleveurs qui ont mis ça en production pour la période de Noël à partir de juillet. Bernard l'a dit, avec une très grande diversité, avec plutôt une bonne dynamique positive d'achat. Ça, c'est un élément important. Deuxième grand élément, on voit qu'il y a une reprise de la production de l'ensemble de nos diversités d'espèces depuis qu'on est sorti de l'influenza aviaire grâce quand même à la vaccination. Donc on a toutes ces espèces comme le canard, la pintade qui reviennent sur les marchés, le pigeon, la caille également, qui sont de belles espèces et qu'on espère qu'elles soient bien mises en valeur par les commerçants, que ce soit les distributeurs, les restaurateurs, parce qu'ils ont besoin d'être remis en avant. Et autre élément quand même important, c'est qu'on voit, alors je vais utiliser un terme qu'on utilise entre nous, mais que sur la partie volaille, on a quand même une espèce de poulettisation un peu de la volaille qui se met en place au niveau du consommateur. C'est que on voit le consommateur en fait, malheureusement, mais c'est comme ça, faire un peu de moins en moins la cuisine ou acheter de plus en plus de l'élaboré en supermarché. Et du coup, c'est vrai que ça bénéficie énormément au poulet. Et dans la croissance bénéfique qu'il y a sur la volaille, c'est principalement la part poulet quand même qui augmente. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de structurel qu'on note depuis plus d'une dizaine d'années. Alors on l'a vu sur les chiffres, hein, il y a eu un petit peu un arrêt de la tendance au moment du Covid, parce qu'en fait les gens étaient à la maison, ils ont eu le temps de faire à manger. Puis hop, c'est tout de suite reparti dès le déconfinement. Et on voit que voilà, ce phénomène est important. Alors on va aussi en parler tout à l'heure, hein. Dans le besoin de construire des bâtiments avicoles, c'est que le poulet se taille de plus en plus la part du lion. Donc on a besoin d'accompagner sa production pour répondre à la consommation. Mais on a également besoin collectivement de faire la promotion de l'ensemble des espèces avicoles parce que c'est un patrimoine gastronomique français pour le valoriser et permettre en fait le développement de toutes les volailles. Et comme l'a dit Bernard, on a une montée en gamme qui a quand même souffert beaucoup. Au moment où on a eu la crise de l'inflation, on a eu toutes nos filières label rouge bio qui ont quand même beaucoup souffert avec des baisses de vente, des baisses de production auprès des éleveurs, avec des rallongements de vides sanitaires. Alors on note maintenant, on va dire, un arrêt de la baisse. Donc ça c'est plutôt bien. Et on note une légère quand même reprise du label rouge, notamment sur la partie poulet entier. Et là on remercie quand même les distributeurs qui ont joué le jeu de sa mise en avant. On a besoin maintenant qu'ils fassent des efforts sur la partie découpe. Hein. Et on espère en tout cas que tout ça reparte. Hein. Et que nos filières montées en gamme bénéficient également de la croissance de la consommation de poulet et de volaille, quoi. Voilà. C'était un peu les éléments importants que je voulais rappeler. Et voilà, Gilles va notamment nous parler des importations. Bien.
Bonjour à tous. Alors moi je suis très heureux, je vais vous parler des importations. Mais au moins, il y a une chose dont on ne va pas parler d'importation, c'est les importations pour les volailles festives. Parce qu'on n'importe pas de volailles festives, et ça a été rappelé par le président du CINALAF tout à l'heure, qui a montré toutes les volailles, elles sont 100% françaises. Donc comme vous êtes dans vos journaux prescripteurs auprès des consommateurs, vous pouvez déjà les rassurer que toutes les volailles festives, elles ne sont pas importées. Bien, la consommation, bien, vous voyez qu'elle continue à monter, comme vous l'avez vu, mais que les importations, malheureusement aussi, continuent de monter. Vous connaissez ce schéma-là par cœur, même si on a une légère baisse parce qu'on a une reprise de la production, mais due principalement à l'influenza l'année dernière. Ensuite, j'ai que 2 slides à vous présenter. Qu'est-ce qu'on importe principalement? Bien, on importe du filet, et vous voyez que ça continue à monter, de la cuisse, même si on a une légère baisse de la cuisse, mais aussi, et là c'est plus inquiétant, de toutes les préparations. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Michel Schaeffer tout à l'heure, les consommateurs mangent de plus en plus d'élaborés, puisqu'ils font un peu moins de cuisine, ainsi de suite, mais là aussi, l'importation prend. Et je voudrais dire que les importations de poulet sur les 8 premiers mois, on est encore à plus 3,8%. Moi, je vais vous dire, c'est quand même, au final du final, et là on va en parler du Mercosur un tout petit peu, c'est quand même bien une question de volonté politique. Qu'est-ce que nous, la filière volaille, on nous demande de faire? Est-ce qu'on nous demande de produire? Est-ce qu'on a une monnaie d'échange? Je rappelle, et quelqu'un tout à l'heure, une journaliste me l'a rappelé, que nous sommes dans des temps longs de production. Je rappelle, c'est des 2 ans, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans sur les souches, sur les éleveurs, sur les engagements. Et on fait quoi? On nous met un coup de Mercosur. Après s'être battu contre l'Ukraine, et merci à tout le monde qui nous a aidés sur l'Ukraine, on a limité, mais pas trop. Et là, aujourd'hui, on a un nouvel accord qui est passé subrepticement, qu'on n'a pas vu encore. Personne n'en entend parler. Je vais vous parler du canard chinois. Donc, en Chine, que je vous donne un ordre d'idée, entre 3,5 milliards et 4 milliards de canards produits par an. En Europe, 125 millions de canards Pékin, plus sur 300 millions, le reste étant du canard à foie gras et du canard de Barbarie, plutôt des spécificités françaises. Sur les 125 millions de canards, 125 à 130, nos récents calculs démontrent que la Chine nous a déjà envoyé entre 25 et 30 millions, c'est-à-dire entre 20 et 25% de la consommation européenne. Alors vous me direz, mais ils ont des droits de douane. Ils n'en ont rien à faire. Ils passent au-delà des droits de douane. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une épizootie porcine, comme vous le savez en Chine. À la place, ils ont mis du canard. Comme ils ont mis du canard, les porcs sont revenus. Le consommateur chinois préférant consommer des porcs, ils ont trop de canards et ils balancent du canard sur l'Europe à vil prix. On a un peu, quand même, comme l'automobile. J'ai suggéré récemment à un ministre qui était là en disant on va négocier, on va taxer les voitures. Mais je dis surtout, vous ne gênez pas de taxer le canard. Petit volume, certes, petit en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas très gros. Mais on voit bien qu'une fois de plus, on ouvre la porte. Tout ça, avant de passer la parole à mes collègues, pour vous dire simplement qu'il va falloir qu'on ait quand même, nous, au niveau agricole, et vous le voyez à travers les manifestations et tout, ce que les gens ils veulent, ce que les agriculteurs veulent, ce que l'agroalimentaire veut, c'est une vue à 5 ans, à 10 ans. On a besoin de long terme. On ne peut pas être mis au gré des accords politiques ou industriels. Merci Gilles. Donc justement, moi je vais vous parler maintenant de la perception en fait par les Français de notre filière. C'est-à-dire que là, on a vu que tout à l'heure les Français plébiscitaient la volaille. On a vu qu'on avait tout un tas une offre assez importante à leur proposer. En revanche, on fait toujours face à la moitié des poulets qui sont importés. Et quand je prends toutes les volailles, c'est 45%. Donc la filière française, elle est plébiscitée. C'est toujours la même enquête que tout à l'heure. Il faut savoir que chez les Français, l'origine française, c'est le premier critère d'achat puisque 86% des consommateurs de volailles jugent important d'acheter des volailles 100% françaises. L'origine française, elle est vraiment primordiale. C'est ce qui arrive sur la première marche du podium, juste avant le mode d'élevage. Donc label rouge, bio, standard, etc. Et puis en troisième position, le caractère local, régional du produit qu'on achète, qui est d'ailleurs souvent aussi lié au label rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que 75%
des consommateurs sont prêts à payer plus cher cette volaille française. C'est du déclaratif. Après, il va falloir qu'on regarde un petit peu sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure avec Patrick, mais c'est quand même intéressant de constater ça. Et en restauration, on a des éléments très intéressants aussi, puisque les Français attendent aussi des volailles françaises. Ils estiment pour 79% d'entre eux que les volailles françaises sont indispensables sur une carte de restaurant. Et parmi l'ensemble des consommateurs de volailles qui vont au restaurant, il y en a 74% qui jugent important de savoir clairement l'origine de la volaille qu'ils consomment. Et parmi ces 75%, il y en a même 39% qui disent demander au restaurateur l'origine de la volaille quand elle n'est pas affichée. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, en tout cas de voir que nous, l'action qu'on mène sur la volaille française, elle doit continuer de porter ses fruits, puisqu'on a quand même, alors certes pas encore la majorité des consommateurs qui disent demander l'origine au restaurant, mais on y est presque, et on a surtout 75% d'entre eux qui estiment important d'avoir cet affichage en restauration. Le logo volaille française, vous le connaissez bien. Les Français aussi, il est bien identifié et incitatif, puisque 82% d'entre eux le connaissent. 81% d'entre eux estiment qu'il est incitatif pour consommer de la volaille, ou en tout cas acheter ces produits-là. Et il y en a 82% qui savent, il est aussi connu, c'est une chose de savoir, comment dire, d'estimer, de le connaître et d'estimer qui donne envie d'acheter de la volaille. C'en est une autre de savoir ce qu'il signifie. Et il y en a 82% d'entre eux qui savent ce que ça signifie. Et je le rappelle, c'est une volaille née, élevée et abattue en France. Les Français, ils sont également confiants dans la volaille française pour plusieurs raisons. Plus de 90% d'entre eux, 93% exactement, pour ses qualités gustatives. 90% pour la sécurité alimentaire qu'elle véhicule. 88% d'entre eux pour la traçabilité, on en a parlé tout à l'heure avec ce logo volaille française. Et 85% concernant les pratiques d'élevage. Donc là aussi, une bonne image. La filière volaille française, c'est aussi pour les Français des engagements évidents. 83% d'entre eux savent qu'elle est engagée pour produire des volailles de qualité, 82% qu'elle est actrice de la vitalité économique des territoires, 76% qu'elle est engagée dans l'amélioration des bonnes pratiques et 70% connaissent son engagement en faveur du bien-être animal et pour la préservation de l'environnement. Et donc tout ça, à travers, bien entendu, ces différents segments, je le rappelle, mais on ne le rappelle jamais assez, la volaille standard, la volaille label rouge, la volaille bio et la volaille certifiée, plus toutes nos espèces. C'est également des attributs reconnus pour plus de 90% des Français pratiquement à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils s'accordent à dire qu'elle contribue à la préservation des élevages en France, qu'elle participe à la souveraineté alimentaire du pays. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec Gilles, pas encore suffisamment, et c'est là tout l'objet de notre travail en vol, qu'elle est synonyme de qualité en général, de qualité sanitaire aussi, et pour près de 85% d'entre eux, qu'elle représente l'assurance du respect d'une réglementation sur le bien-être animal parmi les plus strictes du monde. En revanche, concernant la connaissance du modèle traditionnel et familial, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, enfin, ou on va le dire, les élevages français, ils sont 4 à 5 fois plus petits que la moyenne européenne, 50 fois plus petits que, par exemple, nos voisins ukrainiens, mais dans la tête des consommateurs, on en a encore quand même une petite majorité qui sont conscients de ce modèle traditionnel et familial, c'est-à-dire 2 à 3 poulaillers en moyenne par exploitation, et ce qui correspond à 45% de la volaille française. Ça veut dire qu'on a encore du travail, nous, en tant que filière, et des marges, j'allais dire, de progrès pour davantage faire connaître la filière, nos modes de production, nos modes d'élevage aux consommateurs et aux citoyens. Et pas que nous d'ailleurs, hein. On en a parlé, les pouvoirs publics aussi, à travers les collectivités, les communes, etc. Essayer de rapprocher citoyens et élevage. En quelques chiffres justement sur cette spécificité de la filière volaille française, déjà 23% des volailles qui sont élevées dans des fermes en polyculture ou en polyélevage. Quand on regarde nos voisins européens, c'est 10% aux Pays-Bas, 5% en Espagne ou 3% en Pologne, donc des élevages très spécialisés. Et donc des élevages de taille modeste, j'en ai parlé tout à l'heure. 70% de la production française, elle est réalisée sur des élevages qui ont moins de 60 000 emplacements de volailles. Et bien entendu, je l'ai rappelé tout à l'heure, les 4 modes d'élevage et les 8 espèces. Et quand on regarde spécifiquement aussi, par exemple, donc là, le 70% de la production qui a moins de 60 000 volailles, c'est une moyenne. Il faut aussi savoir qu'au niveau français, on a la moitié des éleveurs qui sont des éleveurs plein air, label rouge, et là c'est sur des élevages qui ont pas plus de... mince, j'ai un trou. 4 000 volailles par poulailler. 8 000 volailles par poulailler. Ça, je l'ai dit.
Mais ce modèle, il est menacé, puisque les importations de volailles, on l'a dit tout à l'heure avec Gilles, et les Français en ont conscience, puisque 88% d'entre eux estiment que c'est un danger, et un danger pour la consommation, mais un danger pour le modèle de diversité des élevages de volailles françaises pour 93% d'entre eux. Et donc les Français, ils sont de notre côté, en tout cas ils sont à faveur d'action pour lutter contre ces importations. 89% pour mettre en place des mesures gouvernementales, 79% pour la construction de poulaillers, hein, on l'a dit, Jean-Michel a commencé à l'évoquer, 80 poulaillers par an pendant 5 ans, c'est l'objectif de la filière. Les Français, pour 79%, sont favorables à la construction, à cette stratégie. Et justement, ça fait la transition, je te passe la parole Jean-Michel pour évoquer un peu ce développement de la production qui est nécessaire. Ouais. Oui, alors, comme le disait Yann, on voit une viande plébiscitée, une viande demandée par le consommateur. Mais alors pour ce faire, eh ben, il faut construire des poulaillers pour développer la production française. Donc l'objectif qu'on a affiché, sur lequel on a communiqué, sur lequel on a aussi échangé avec le ministère, c'est que pour gagner 20% de souveraineté alimentaire, parce qu'on importe un poulet sur 2, l'objectif c'est de construire 400 poulaillers en 5 ans. Ça veut dire 80 poulaillers par an, c'est-à-dire moins d'un poulailler par département français pendant 5 ans. Donc c'est de l'ordre du possible. Ce n'est pas non plus des constructions de folie, c'est des choses qui sont de l'ordre du possible. Et avec également 2 abattoirs pour bien sûr pouvoir travailler les volailles produites par les éleveurs. Alors pourquoi faire ça? Pour répondre à cet objectif qui est notre souveraineté alimentaire. Alors pour nous, c'est quoi la souveraineté alimentaire? C'est être en capacité de répondre à l'ensemble des moments d'achat et de consommation de tous nos citoyens français. Et ça a été souligné par Yann, on a cette chance en France d'avoir de la quantité, de la diversité de choix. Vous voyez, on élève quand même 8 espèces différentes. Il y a très peu de pays dans le monde qui élèvent 8 espèces de volailles différentes. Donc c'est quand même une force pour nous, une chance. Également proposer tous les niveaux de qualité, que ce soit gustatif, environnemental, sanitaire, avec la meilleure traçabilité possible autour du logo volaille française et avec une diversité d'élevage comme aucun autre pays n'a, comme chez nous. Donc avec du poulet de tous les jours, du certifié, du label, du bio. Voilà, on est capable de tout produire et l'objectif de la souveraineté alimentaire pour nous, c'est ça. Pour nous, la souveraineté, elle doit être nationale, mais dans un cadre qui est bien sûr l'Union européenne, qui doit pour nous fixer des règles et protéger les acteurs économiques contre la concurrence déloyale et contre des importations qui ne respectent pas les mêmes normes de production que chez nous. Donc je le disais, 400 poulaillers, c'est un objectif qui est ambitieux, c'est vrai, mais qui est là tout simplement pour répondre à l'augmentation de la consommation régulière de nos volailles, notamment du poulet. Et je le disais, c'est moins d'un poulailler par an, par département, pendant 5 ans. Alors, quelles sont nos attentes? Alors, ça ne coûte pas très cher. Alors, au niveau du gouvernement, ce qu'on attend, c'est une continuité dans l'accompagnement de la vaccination contre l'influenza aviaire. On a quand même, vous l'avez vu, et on l'a évoqué, quand même souffert pendant de nombreuses années de l'influenza aviaire. Ça a quand même ravagé nos productions. On voit que quand la filière est protégée, ça permet aussi d'avoir une production plus abondante pour le consommateur. C'est déjà la première étape. Et comme on le dit à la ministre, la vaccination, c'est 70 millions d'euros, mais ça nous évite 1 milliard d'euros de dégâts. Donc c'est un bon investissement. Et aujourd'hui, on a un engagement du gouvernement pour un accompagnement financier jusqu'au 31 décembre. On a besoin que le ministère de l'Agriculture, que le gouvernement nous sécurise le financement de la vaccination sur 2025. On a besoin de cette réponse parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Et on interpelle régulièrement la ministre de l'Agriculture pour qu'elle nous apporte cette sécurité qui est nécessaire pour nous pour produire nos diversités de volailles. On est également opposé à tous les nouveaux accords de libre-échange. On importe dans l'Union européenne 1 million de tonnes, même un peu plus, de poulet tous les ans. C'est la viande en volume la plus importée. Et ce volume, il vient notamment
d'accords de libre-échange passés qui ont été souvent mal négociés par la Commission européenne et qui font que, à chaque fois, on se retrouve avec de plus en plus de volume. Ce sont des volailles qui sont produites dans des conditions de production qui ne sont absolument pas les nôtres, que ce soit sur la réglementation sur l'usage des antibiotiques, que ce soit sur les salmonelles, le nettoyage des poulets dans les abattoirs, sur les normes environnementales de nos poulaillers. Enfin, on pourrait citer plein d'exemples de concurrence déloyale. Donc nous, on dit stop, ça suffit, parce que ce volume, en plus, on n'importe pas du poulet. C'est pareil que pour le bœuf ou le porc. On importe des pièces bien spécifiques. On importe quasiment uniquement que du filet de poulet. En fait, on n'importe pas 1 million de tonnes de poulet, c'est 1 million de tonnes de filets de poulet. Et moi, j'aime toujours utiliser cette comparaison. Quand on compare les importations qui ne viennent pas de l'Union européenne, extra-UE, qui sont principalement donc Brésil, Thaïlande, Ukraine, c'est 1/4 des filets de poulet consommés dans l'Union européenne qui viennent d'ailleurs et qui sont produits à bas prix parce qu'ils ne sont pas produits dans les mêmes conditions que les nôtres. Et ça presse le prix de l'ensemble des volailles que l'on produit en France et dans l'Union européenne. Et cette situation-là, elle n'est pas acceptable. C'est pour ça que 180 000 tonnes de plus du Mercosur, c'est inacceptable, c'est insupportable. Et on est totalement contre la signature de l'accord du Mercosur en l'état. Et on a également, et ça, de nouveau, ça ne coûte rien, besoin qu'au niveau européen, les choses bougent au niveau de l'étiquetage. On a besoin que la réglementation sur l'étiquetage évolue et qu'on ait une obligation de l'étiquetage sur tous les moments de consommation. Parce que, on vous l'a dit, ce qui augmente, c'est quoi? Ce sont les produits transformés et quand même, il y a une forte dynamique en restauration hors domicile. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage sur ces segments-là. Et c'est inacceptable. Et la demande qu'on fait auprès de notre gouvernement pour qu'il influe à Bruxelles, comme nous on le fait à Bruxelles, mais c'est que Bruxelles fasse évoluer cette réglementation-là. Et on a également besoin d'avoir une réglementation sur l'origine qui soit beaucoup plus stricte sur ce qui ne vient pas de l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'a pas une traçabilité claire sur ce qui vient de l'hors UE par rapport aux exigences qu'on a chez nous de ce qui est produit dans l'Union européenne. Je cite toujours le même exemple, les Pays-Bas exportent 2 fois plus de poulets qu'ils n'en produisent. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas une réglementation sur ce qui provient de l'extra-UE aussi stricte que ce qu'on produit chez nous. Et ça, c'est pas acceptable. Je vais compléter ce que vient de dire Jean-Michel. L'Europe est en train de demander, sur les importations de soja, vous avez vu, de tracer au champ. On nous demande, pour nourrir les animaux, d'avoir des protéines qui sont tracées au champ. Très bien. Mais on est infoutu. L'Europe est infoutue de demander que le filet de poulet qui est passé par le port de Rotterdam, qui est estampillé Néderlande et qui vient sur la France ou qui va ailleurs dans les produits élaborés, on est incapable de mener son origine. On nous dit c'est hors UE ou UE. Bon, de là, on en est à un tel point aujourd'hui qu'au moins, s'ils veulent passer des accords, qu'on indique obligatoirement l'origine. C'est quand même pas compliqué. On nous le demande pour les matières premières et on ne va pas nous le demander pour la viande. Alors on va dire stop au panier percé des frontières de l'Union européenne, quoi, tout simplement, hein, sur le commerce. Hein. Donc il y a vraiment ce triptyque qu'on demande, qui ne coûte de l'argent à personne. C'est simplement des évolutions réglementaires qui sont nécessaires pour valoriser le travail et valoriser tous les efforts que font nos éleveurs et toute la filière avec l'ensemble de nos normes de production en France et dans l'Union européenne. Donc je le redis, arrêt définitif des négociations, parce qu'aujourd'hui on importe déjà 340 000 tonnes. Il y a des années, on dépasse les 400 000 tonnes du Mercosur. Je vous rappelle que c'est 1 million de tonnes en tout, donc on est à 40% déjà de là-bas. Et là, l'Union européenne voudrait encore en mettre 180 000 tonnes. Donc c'est insupportable, on n'en veut pas. Et après, au niveau européen, il faut également qu'on stoppe l'ensemble de tous les travaux qu'on mène sur encore des réglementations supplémentaires. On a des nouvelles réglementations sur le bien-être animal, sur la directive IED qui voudrait encore imposer plus de normes sur la construction de poulaillers. Donc nous, on dit stop à toutes ces surréglementations. On a déjà les exigences en termes de normes les plus élevées du monde. Avant d'en inventer des nouvelles, mettons-nous comme objectif qu'au niveau européen, il faut les imposer aux autres si on veut importer, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc stop aux surréglementations. Et que pour toutes les importations nouvelles, on mette en place ce qu'on appelle les fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire
imposer aux autres nos exigences à nous de production, tout simplement, et qu'on fasse également des vrais contrôles, c'est-à-dire des contrôles sur place. C'est ce que font les Chinois et les États-Unis quand ils signent des accords. D'ailleurs, sans faire des accords de libre-échange. Mais bon. Et on ne peut pas se contenter de, par exemple, dire on contrôle avec une déclaration sur l'honneur d'un vétérinaire sanitaire brésilien. C'est tout simplement pas acceptable. C'est le genre de choses qu'on a entendu. Il faut que l'Europe, si les États lui ont délégué la politique commerciale, qu'elle soit en mesure d'opérer ses propres contrôles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on a besoin d'évoluer pour que l'Europe puisse contrôler sur le terrain ce qu'elle veut faire. Et ça, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et comme on le disait sur l'origine, étendre l'étiquetage. Voilà donc en résumé. Donc globalement, on a vraiment une opinion favorable des consommateurs. Les consommateurs français aiment la volaille française, aiment sa diversité, veulent en acheter. Au niveau consommation, on voit que la volaille, c'est un vrai succès. C'est une augmentation régulière de sa consommation, avec le poulet vraiment qui prend le dessus malheureusement sur les autres filières. Donc on a vraiment besoin de valoriser les autres filières. On a une reprise de la production qui nous est confirmée par la sortie de l'influenza aviaire. Grâce à la vaccination, on a vraiment besoin d'un soutien de l'État, comme je le disais. Malheureusement, on le voit que par rapport à la croissance de la consommation qui repose de plus en plus sur les élaborés et qui se fait un peu de plus en plus en restauration hors domicile, c'est de plus en plus l'importation qui approvisionne ce marché au lieu de notre production nationale. C'est pour ça que les accords de libre-échange, c'est totalement insupportable. Parce qu'on va se retrouver, sinon, dans le cas de figure, on va remplacer notre production par de plus en plus de la volaille importée qui n'est pas produite dans les mêmes conditions de production. Et par rapport à tous les discours qu'on entend de nos gouvernants sur la souveraineté alimentaire, en fait, dans la pratique, on est totalement en train de faire l'inverse. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. Et notre objectif, c'est de construire moins d'un poulailler par département par an pendant 5 ans pour pouvoir gagner 20% de souveraineté alimentaire. Et donc l'appel, je le reprends, c'est un triptyque au niveau européen. C'est qu'on arrête de signer des accords de libre-échange n'importe comment, parce que c'est continuellement ce qu'on fait. C'est imposons nos normes de production dans les accords, donnons les moyens à l'Europe de pouvoir vraiment les contrôler, parce que ça n'est pas le cas actuellement. Avoir, deuxièmement, un étiquetage étendu sur les produits élaborés, la restauration hors domicile, parce que l'Europe nous l'interdit aujourd'hui, et on en a besoin, et le consommateur, on le voit dans les études, le demande. Troisième point, on a, comme le disait Gilles, besoin d'une origine qui soit beaucoup plus exigeante et beaucoup mieux encadrée sur ce qui ne vient pas de l'Union européenne. On ne peut pas dire que c'est du hors UE, et puis voilà, et puis c'est fini, c'est inacceptable. Donc on a besoin de ces évolutions réglementaires-là. Et au niveau national, on a besoin d'arrêter les surtranspositions des directives européennes. On a besoin que, pour faciliter la construction des poulaillers, on arrête d'avoir des surtranspositions, notamment sur la directive sur les installations classées. Aujourd'hui, on impose le double de contraintes que ce que nous demande l'Union européenne. Donc on a besoin d'un alignement tout simple sur les règles européennes, ce qui fera d'ailleurs des économies de dépenses à l'État. Et on a différentes initiatives qui sont prises, qu'on soutient pleinement. C'est la reprise rapide du débat sur le projet de loi d'orientation agricole, parce qu'il y a différentes mesures d'alignement sur les règlements européens qui nous sont nécessaires pour construire des poulaillers. On a besoin que ce sujet avance. On a également l'initiative du député, de 2 sénateurs, Duplon, Ménonville, avec une PPL simplification qu'il faut absolument qu'elle avance, parce que ça va nous donner des facilités pour construire des poulaillers. Ça va aider les éleveurs parce que ça va faire moins de dépenses. Et on a également besoin du soutien de toutes les régions. Parce qu'on a aujourd'hui certaines régions, pas toutes, mais qui soutiennent que certains types de modèles d'élevage. Et on a besoin de les soutenir toutes. On a besoin de tous les modèles d'élevage. On a notamment besoin du poulet, de la production du poulet de tous les jours, parce que c'est quand même celui-là qui se développe. Et c'est aussi un appel aux régions qu'elles soutiennent cette production-là pour que demain, on puisse accompagner ces projets sur le territoire. Voilà les grands messages qu'on voulait vous passer pour cette conférence de presse. Et puis, on vous donne la parole. Voilà, si vous avez des questions à nous poser. Gérard Lepuil pour l'Humanité.
Je voulais poser une question sur un sujet que vous n'avez pas abordé. À partir de votre expérience personnelle, il faut combien d'années pour amortir la construction d'un poulailler neuf? Alors, en moyenne, pour rembourser un bâtiment de poulet, on peut compter sur une durée d'à peu près 12 à 15 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Katia Dolmadian pour l'AFP. Vous dites que les Français cuisinent de moins en moins de poulet en entier, de choses de plus en plus élaborées. Donc c'est quoi? C'est des nuggets par exemple? Vous pouvez être un peu plus précis? Oui, on a un développement. Alors, ils continuent à manger du poulet entier, mais malheureusement de moins en moins. La découpe se maintient à peu près, mais ne connaît plus non plus les croissances des dernières années. Non, c'est au niveau produit élaboré, ce qui se développe de plus en plus, c'est les nuggets, les cordons bleus de volaille, les jambons de poulet aussi. Enfin, tous ces produits-là, faciles en fait à cuisiner, quoi. Je sais pas si les entreprises... Tout ce qui est charcuterie de dinde et ainsi de suite, mais c'est pour ça qu'on demande l'origine. D'ailleurs, et on demande que les consommateurs, quand ils prennent un produit élaboré, et je ne suis pas contre l'élaboration, ben, regardent l'origine pays et ne pas mettre UE ou hors UE, par exemple. Si, alors il y en a qui sont origine France, il y en a qui ne sont pas origine France. Il y a, quand vous voyez une gamme de produits identiques avec des premiers prix, des prix intermédiaires, des prix de marque et ainsi de suite, c'est différent. Et il n'y a que le consommateur qui peut regarder l'origine à ce niveau-là. Donc ça c'est le premier développement. Je remercie Jean-Michel et Patrick d'avoir souligné que quand même la distribution a fait quand même un gros effort pour nous remettre des produits comme le canard, comme la pintade, comme le label. Ça a été souligné. Je crois que ça c'est un point fort qu'il faut souligner aujourd'hui en termes de consommation pour reconquérir. Et comme on n'a pas de label importé et comme on n'a pas de bio importé, au moins là on est sûr que c'est du français. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a le logo volaille française, on est surtout français. Voilà. Je dirais ça, c'est. Mais comme vous le dites si justement, avec le développement des produits élaborés, c'est là qu'on va retrouver le plus gros volume des importations, hein. Et ça rejoint ce que je disais avant pendant la présentation, c'est que le consommateur, sans s'en rendre compte, en fait, plus il achète ces produits-là, plus indirectement, il plébiscite malheureusement la volaille importée. Et donc, on a besoin de lutter contre, notamment par un meilleur étiquetage. Oui, Géraldine Magnan, je suis journaliste indépendante. J'avais une petite question sur l'initiative qui consiste à construire davantage de poulaillers. Donc ça sous-tend l'idée que finalement il n'y a pas assez d'offres en France. J'avais cru comprendre quand même que les importations, c'était quand même beaucoup un problème de compétitivité et notamment de la RHD. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les importations et la part entre la compétitivité et le problème de l'offre? Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, je rappelle les chiffres. 1990, 10%, c'est-à-dire un poulet sur 10 importé. 2023-24, un poulet sur 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 3 axes. D'abord, on a eu plusieurs crises avicoles qui ont malheureusement fait fermer un certain nombre d'abattoirs et tout. Mais ça, c'est la compétition. Et cette compétition, malheureusement, a été faite par des produits importés. Au d'abord du Brésil, puis on a eu le Chili, puis on a eu l'Ukraine, puis on a eu la Thaïlande, puis on a eu aussi des pays intra-européens, comme la Pologne, et ainsi de suite, qui ont été... Alors, pourquoi ils sont plus compétitifs? Ils sont plus compétitifs, déjà, parce que pour monter un bâtiment en Pologne, il vous faut à peu près 1 an. En France, M. Macron s'était plaint que pour monter une usine, il fallait 3 ou 4 ans. Moi, je vais vous dire que pour monter un poulailler aujourd'hui, il faut entre 4 et 5 ans. Parce qu'il y a des recours, parce que c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc tout ça a découragé aussi, en termes d'offres, un certain nombre d'éleveurs qui ont dit, bon, on arrête. Mais c'est vrai pour nos amis du port et tout. Et le troisième axe qu'on a eu, c'est qu'on a eu cette réglementation. Alors après, c'est vrai qu'il y a certaines chaînes commerciales, de grandes restaurations commerciales, où il est vendu un certain nombre de nuggets et tout, qui jouent de plus en plus le jeu sur l'Orine France. Elles le marquent. Mais c'est quand même une grande bagarre, c'est parce qu'il y a eu une pression. Mais une fois, vous savez, une fois que c'est cliqué dessus, on a du mal à revenir derrière. Donc voilà les 3 raisons pourquoi on a eu des problèmes d'offres, mais c'est plus des problèmes de découragement, de capacité
de poulailler. Nous, quand on monte un poulailler de 25 000 poulets, on en monte 50 000 poulets par 6 bandes par an. On va faire 300 000 poulets. Tout le monde dans le village, à côté, s'affole. C'est rien du tout. À côté des Polonais, c'est 500 000 poulets par élevage. C'est 3 millions de poulets par an. Ou les Ukrainiens, c'est 1,5 million de poulets par élevage. Et les Brésiliens, c'est la même chose. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Donc on a un vrai problème de compétitivité à ce niveau-là. Oui. Oui, alors on a effectivement une hausse de la production qui est aussi, il y a un peu un phénomène de rattrapage parce qu'on a eu des fortes baisses liées à l'influenza aviaire parce que malheureusement on avait plein de collègues éleveurs qui ont eu les élevages ravagés. Donc en fait, grâce à la vaccination, on a eu une augmentation qui est plus due à la reprise de la production qu'au développement alors il y a un peu du développement de nouveaux poulaillers, mais il est surtout dû au fait que ça a repris quoi. Suite à la crise sanitaire, quoi. C'est pour ça que l'alignement sur les règles européennes, pour nous, c'est vraiment un sujet important pour la construction des poulaillers, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a de plus en plus des ONG environnementales qui se saisissent de la complexité de nos procédures pour faire du harcèlement juridique, et aussi souvent avec du harcèlement moral des éleveurs sur le terrain. Du coup, il y en a beaucoup qui lâchent le morceau, quoi. Et ça, c'est quand même triste et on ne peut pas l'accepter, quoi. On a besoin de lutter contre. Et on a besoin d'avoir des règles pour construire qui soient beaucoup plus simples, claires et qui empêchent le moins possible des attaques juridiques qui pourrissent les situations, qui font que les projets traînent et qu'au bout d'un moment, les éleveurs, ils baissent les bras hein, parce qu'ils en ont marre. Hein. Pour continuer, une question en ligne de Linéaire qui nous demande quel est le niveau d'inquiétude de la filière sur la résurgence de l'influenza aviaire. La vaccination va-t-elle éviter une crise? Alors, l'année dernière, qui était la première année de vaccination, on a quand même passé une année beaucoup plus calme que l'année 2022. Hein. Donc, enfin, fin 2023, début 2024, c'était quand même calme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a quelques foyers, parce que la vaccination n'empêche pas hein, la maladie de se fixer à un endroit. Par contre, on voit bien que la maladie ne se diffuse pas. Parce qu'on a eu quand même 2-3 élevages de canards touchés. Oui, virus, oui. On voit quand même qu'on a eu 2-3 élevages de canards touchés. Alors moi, je ne suis pas vétérinaire, mais dans le monde d'avant la vaccination, on voyait que dès qu'on avait 2-3 élevages de canards touchés, ça se diffusait à une vitesse et on avait une grande catastrophe. Là, on voit que grâce à la vaccination, ça empêche, dès qu'il y a un foyer, quand même, la diffusion du virus, ça le bloque et ça évite quand même les grandes catastrophes, quoi. Donc, on voit bien que le vaccin, excusez-moi, le vaccin est bénéfique. Voilà. Avec la biosécurité, bien sûr, qui va avec, hein, dans les élevages. Une dernière question en ligne pour Agra, Yannick Groult. Est-ce que vous pouvez faire un point sur l'offre disponible en volaille festive pour cette fin d'année? Bernard, tu veux en parler? Parce que... Oui, non, mais ça a été dit, mais toutes les espèces traditionnelles que l'on fait, c'est chapon, dinde, toutes les espèces qu'on a citées, poularde, chapon de pintade, voilà. Et on fait aussi du canard, des oies, de la pintade classique. Et il y a la diversité des offres. Je crois qu'elle y est, elle existe. Et et il y a les volumes, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que le consommateur soit satisfait. Merci. Jean-Marc Chollet pour ActuAgri. Concernant l'Ukraine, quel est le niveau des clauses de sauvegarde que vous demandez ou qui sont déjà en vigueur pour limiter, elles sont limitées. Hein, elles sont donc limitées. Oui. Donc, je vous rappelle que c'était la bagarre du début d'année. Donc du début d'année, ils sont montés jusqu'à 220 000 tonnes. Puis après, nous, on a attaqué. Ils avaient un droit à 130 000 tonnes. Mais comme ils étaient en guerre, l'Europe leur avait permis de 0 taxes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Yann, on doit être à 180 000. C'est ça, je ne sais jamais si 160 ou 180. 180 000 tonnes avec à droit réduit et au-delà, plein droit. C'est-à-dire qu'ils payent une taxe à l'importation. Au-dessus de 180 000 tonnes, ils payent plein pot. C'est-à-dire... Oui. Ouais.
Alors, oui. Alors, on va dire qu'en début d'année, vers février, on n'était pas loin des 240 000 tonnes d'importation. Donc, ce qui était quand même énorme. Et avec la particularité que la viande ukrainienne, il y a beaucoup de viande fraîche. C'est pas que du surgelé, là, comme au Brésil. Hein. Et nous, on avait demandé, au départ, à revenir au quota initial de 2021, c'est-à-dire d'avant-guerre, qui était de 90 000 tonnes, qui était déjà le double que le quota initial, parce que voilà, il y a eu un peu une erreur de la Commission européenne qui avait oublié de mettre une ligne tarifaire, donc on s'est retrouvé à plus. Bon, et donc on a bataillé là-dessus. Bon, la Commission européenne, elle a fait le choix de calculer la référence sur 22, 23 et la moitié de 2021. Hein, c'est ça. Donc ce qui fait un quota de 160 000, 170 000 tonnes, hein, Yann. 170 000 tonnes. Donc on était à peu près à 240. Alors peut-être qu'aujourd'hui on serait à plus, hein, parce que ça a augmenté tous les mois. Hein. Donc peut-être qu'on serait à 300 000 aujourd'hui si ça n'avait pas eu d'intervention. Hein. Et on est globalement à 170 000. Donc on n'est pas à l'objectif qu'on avait demandé, mais c'est le cas pour aucune des filières parce qu'on avait tous demandé la même chose. Mais on a quand même réussi à baisser le volume et à lui mettre un frein. Alors l'accord est à nouveau en renégociation à l'heure actuelle. Donc là, grande vigilance, grande prudence, grand suivi pour que voilà. On n'en est pas plus avec le nouvel accord, quoi. En clair, s'il y a un accord de paix, on revient à la base. S'il y a un accord de paix, c'est comme on en parle en ce moment avec M. Trump, M. Poutine et tout le monde, et M. Zelensky, on reviendrait, nous, Européens, on va redire, bah, attendez, ok, on vous a aidé pendant la période de guerre, mais on revient. On n'y rêve pas, on ne reviendra pas, mais on reviendrait à 90 000. C'est ce qu'on voudrait, mais c'est pas ce qui va arriver. Bon, je pense qu'il y aura des accords. Après, ça va être plus large. Est-ce que l'Ukraine rentre dans l'Europe, rentre pas, et ainsi de suite. Il y aura plein d'accords. Est-ce qu'il y aura un accord particulier de l'Ukraine avec l'Europe? On est loin de tout ça. Merci. Aujourd'hui, c'est 170, c'est ce que je... Ouais, voilà, c'est aux alentours de 170 000. Ouais. Je vous remercie. Donc on a réussi à stopper, baisser, voilà. Bon, et on espère que ça dure, parce que l'accord, là, est en cours de négociation nouveau au niveau de la Commission. Hein. Donc très vigilant pour que voilà, les conditions ne soient pas élargies. Hein. On n'en veut pas, hein, et on veut que ça ne bouge pas. Voilà. Juste sur l'Ukraine précisé, le 170 000, c'est du poids net. En tonnes équivalent carcasse, c'est un peu plus de 200 000. Hein. Ouais, donc ouais. il faut plutôt parler de 200 000 sur le... Oui, c'est vrai. Ouais, merci Yann pour la précision. Bon, bah écoutez, on arrive au bout de la présentation. Donc on va passer à table, on va vous rejoindre, manger avec vous. Un grand merci pour les journalistes qui nous ont suivis à distance, hein, parce que malheureusement on ne pourra pas partager le repas avec eux. Hein. Désolé, mais on peut vous dire que ça sent bon dans le restaurant. Alors je voulais également remercier le restaurant qui nous accueille aujourd'hui, parce que c'est un restaurant qui joue le jeu de la volaille française, et vous le voyez au niveau du menu, qui met à l'honneur toute la diversité de nos volailles, de nos modèles d'élevage. C'est un peu la volaille sous tous ses angles. Et je voulais remercier le restaurateur, donc William Ledeuil, de nous accueillir ici. Et on peut l'applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si je peux te dire un mot. C'est plutôt pour la fin, les applaudissements. On verra quand on a fait le déjeuner. Mais évidemment, j'ai écouté votre discours attentivement. Et effectivement, on est très engagé. D'ailleurs, au menu d'aujourd'hui, vous verrez, c'est 3 éleveurs qui, je dirais, travaillent dans les règles de l'art. Pascal Cosnet, à la ferme du Paty, dans la Sarthe. Vous avez Anne-Catherine et Nicolas Petit, la ferme du coton à Auch. Et la maison Burgot en Vendée à Chaland. Hein. Donc ce sont des gens qui travaillent effectivement, je dirais, la ferme du coton, qui sont des pionniers en bio et en agroforesterie pour l'élevage des volailles. Pascal Cosnet, effectivement, une alimentation qui est produite sur ces sols avec des décoctions d'herbes pour la fin de l'alimentation. Donc je vous avoue que quand on a ce bonheur d'avoir ces éleveurs-là et travailler leurs produits, que vous goûterez pendant le déjeuner, nous on est ravis, c'est notre richesse. Alors évidemment, il faut vraiment privilégier cette filière. Bon déjeuner. Merci. Bon appétit tout le monde.